Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Palo Alto Network? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, Palo Alto Network, c'est une demande spéciale d'un de nos abonnés ici. Donc, c'est une entreprise que je connaissais déjà bien. Bon, enfin, quand je dis bien, que je connaissais de très très loin. Donc, elle exerce dans le secteur de la cybersécurité aux États-Unis, qui est un domaine d'avenir, d'accord? Mais dans le domaine de la cybersécurité, posez-vous la question, qu'est-ce qu'elle fait exactement? Est-ce qu'elle fournit du matériel ou elle vend un logiciel? Quel type de logiciel elle vend présentement ici? Donc, on va regarder les chiffres ici. Il faut également voir que ce sont des entreprises en croissance, donc généralement, il ne faut pas s'attendre à des bénéfices nets présentement. Il faut généralement aller regarder si l'entreprise s'autofinance déjà et essayer d'aller voir en termes de marge, quel est l'objectif en termes de marge ici. Donc, Palo Alto Network. On commence par le revenu. Donc, je prends revenu, total revenu, 12 derniers mois ici. On voit que c'est une ligne droite extraordinaire. Donc, nous avons une croissance des revenus ici. OK? Donc, vous constatez que, voilà, est-ce que j'ai besoin de parler? Je ne pense pas. Ça, le graphique, l'histogramme parle de lui-même ici. Donc, je prends ici la croissance du revenu. On va voir ici le niveau de croissance ici en termes de pourcentage sur les dernières années ici. Donc, on va mettre les 10 dernières années. Sur les 10 dernières années, on a une croissance ici de 35%. Attention, la croissance tend à diminuer. D'accord? Donc, c'est tout à fait normal de voir cette tendance ici. OK? Donc, on a 35% de croissance en moyenne sur les 10 dernières années. OK? Sur les 5 dernières années, nous avons 25% de croissance en moyenne. OK? Juste ici. Sur les 5 dernières années. Sur les 3 dernières années, nous avons 23%. Sur les 2 dernières années, nous avons 27%. Donc la croissance est aux alentours des 20% en moyenne, en tout cas sur les 5 dernières années. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on met ici? 20%. Mais également ici, pour estimer, parce que c'est une entreprise que vous allez pouvoir l'évaluer ici, il va falloir prendre en considération la croissance. Et comme je l'ai toujours dit, pour ce genre de compagnie ici, même si c'est une compagnie de croissance, on vaut mieux prendre déjà un prix ici qui n'inclut pas la croissance. Donc, non seulement vous allez regarder la croissance, mais également il faut regarder au niveau des marges. Okay? Pour la croissance, il faut regarder quelle est la taille du marché, qu'est-ce qu'elle fait exactement, qu'est-ce que le management dit, quelle est leur stratégie ici à long terme. Okay? Mais on peut déjà voir ici qu'on a au moins 20%, en tout cas sur les dernières années. Et la croissance tend à ralentir également. Donc ne vous attendez pas à 20% jusqu'à la fin des temps. Ça peut être 20% aujourd'hui et dans 5 ans, ça sera peut-être 10% en moyenne. Donc allez bien vérifier cela. D'accord? Donc, au niveau des revenus, ici, nous avons à peu près 5 milliards 500 en termes de revenus en date d'aujourd'hui sur les 12 derniers mois. Mais on va prendre ici, les analystes s'attendent à avoir combien à peu près en termes de revenus. Alors, je prends ça ici sur Ticker. Déjà, je vais voir à peu près combien d'analyses on a sur le dossier ici. Plus on en a, mieux c'est. OK? Donc, on a combien d'analyses sur le dossier ici? On a une trentaine d'analystes. C'est une bonne chose. Donc, par rapport, donc, c'est une entreprise qui est très, très suivie par le marché ici. Donc, par rapport ici aux revenus, on s'attend à voir combien à peu près en termes de revenus. On s'attend à avoir à peu près aux alentours de... On va juste fermer ça. On ferme. Alors, c'est en milliards ici. Donc, on va le mettre ici. Billion. Parfait. Milliards de dollars. Donc, en 2020, parce que son année se termine au mois de juillet de chaque année. D'accord? Donc, l'année 2022 s'est terminée au mois de juillet 2022. Et là, on est présentement sur l'année 2023 qui se termine au mois de juillet 2023. Donc, ici, les analystes s'attendent à peu près à avoir 6 milliards 850. OK. Est-ce que le management donne des guidance ici? Alors, ici, en 2023, on s'attend à voir combien? 6 milliards 850. Le management s'attend à voir à peu près un plus bas à 6 milliards 850. OK. En termes de revenus ici, est-ce que ce sont des revenus par abonnement ou bien c'est parce qu'on vend des produits? Moi, j'aime bien le modèle SaaS. Donc, on vend un logiciel et on a des revenus récurrents. Donc, il faudrait également aller voir ça. C'est une question que je me pose ici en regardant la tendance des revenus ici. Donc, ça permet d'avoir une certaine visibilité. Donc, en termes de free cash flow, OK? Et là, vous allez voir que ça va commencer à être pas compliqué, mais cette entreprise, si les free cash flow qu'elle dégage présentement ne rendent pas justice à cette compagnie, dans le sens où elle est présentement en croissance. Donc, le but pour elle, c'est de trouver le maximum de clients possible et de les habituer à ses produits. OK? Donc, vous voyez ici qu'elle a des marges de free cash flow de près de 70% ici, mais sur les dernières années, en tout cas depuis 2018, ces marges-là tendent à diminuer. Pourquoi ça diminue? Est-ce qu'on accepte des contrats de moins en moins lucratifs ou bien, c'est la question que je me pose ici. Donc, c'est, voilà, à peu près, la tendance à la baisse a commencé en 2018, d'accord, et elle s'est accentuée à partir de 2020. Cela a un lien avec la pandémie? Point d'interrogation. Donc,
là, ça, c'est la croissance. Ça, c'est la marge brute ici. Je prends ici la marge d'EBITDA juste pour voir à peu près où est-ce qu'on se situe ici en termes d'EBITDA margin. Est-ce qu'on a quelque chose qui est croissant? On a plutôt quelque chose de... Je vais mettre ça ici, regardez. En termes d'EBITDA, on ne gagne rien. Rien, pas d'argent. Donc, l'EBITDA, c'est quoi? C'est le bénéfice avant impôts, intérêts et amortissements. Donc, avant les impôts, avant les intérêts et avant les amortissements, on ne gagne presque rien du tout. Mais comment est-ce que cette entreprise fait pour vivre en fait? Si on ne gagne presque rien du tout, est-ce qu'on s'attend à avoir des net income? On va aller voir ça ici, net income margin. Alors, net income margin, non plus. Donc, vous voyez qu'en termes de net income margin ici, on ne gagne pas d'argent également. Je vais vous montrer ça comme ça. Regardez, quand c'est rouge, c'est mieux. Mais il faut constater une chose. Les net income sont de moins en moins décroissants. D'accord? Là, on était aux alentours des 36% en moyenne. Et là, on se retrouve aux alentours des 4%. Donc, on gagne de plus en plus d'argent. OK? Il faut le regarder dans ce sens-ci. C'est rouge, c'est vrai. Mais ça, c'est une compagnie de croissance. On gagne de plus en plus d'argent. Ça, c'est correct. Mais comment est-ce que je vais évaluer une compagnie qui ne gagne pas d'argent? Premièrement, vous pouvez passer par la valeur d'entreprise sur EBITDA, vous pouvez passer par là. Non, excusez-moi, la valeur d'entreprise sur le revenu. D'accord? Donc, Enterprise Value to Sell, AV to Sell. Mais il vous faut avoir également les data pour les mêmes entreprises, pour la même entreprise, enfin, pour la même industrie. Ici, vous devez avoir des data dans cette industrie-là. Quel est le marché paie en moyenne? Combien de fois les revenus pour les entreprises exerçant dans ce domaine-ci? Et en sachant, tout en vous posant la question de savoir, est-ce que ce secteur-là est surévalué? Sinon, vous aurez une mauvaise information. C'est pour ça que je n'aime pas souvent utiliser la valeur d'entreprise chez EBITDA. J'aime avoir une idée générale de la marge ici. Donc, je dois lire les rapports financiers pour savoir le management espère des marges de combien à long terme? 20%, 10%, 30%, 40%, et j'applique mon jugement. Si je suis trop pessimiste, je prendrai 10%. Si je suis trop optimiste, je prendrai 40%. Tout en sachant qu'il n'y a aucune certitude entre le 10 et le 40. OK? Donc, c'est déjà à prendre avec des pincettes Palo Alto Network. OK? Donc, je ne vais pas utiliser la valeur d'entreprise sur EBITDA parce qu'ici, les analystes que j'aime bien, ticker, mais c'est également à prendre avec des pincettes, bien sûr. Alors, en termes de marge nette, les analystes s'attendent à avoir à peu près du 20% en moyenne d'ici 2027. Du 15% en moyenne sur les dernières années, enfin, pas à partir, mais parce que vous voyez que la marge ici augmente de plus en plus, d'accord? Donc, c'est l'estimation des analystes. Il y a en 2013, ils attendaient 4%. Mais vous avez vu qu'en 2013, on n'a rien gagné du tout. OK? Donc, faites attention à ça. En termes de free cash flow, et vous allez voir qu'il y a quelque chose de bizarre sur cette compagnie-ci. Est-ce que vous savez qu'elle a des free cash flow? Vous allez me dire, mais comment est-ce qu'elle arrive à avoir des free cash flow? Pourtant, elle n'a même pas d'EBITDA, n'a pas de net income. Donc, les free cash flow proviennent d'où exactement? Ni dépréciation, amortissement, bien sûr. Alors, les free cash flow proviennent d'où? Tout simplement, les free cash flow proviennent du fait que l'entreprise octroie des compensations aux employés, elle les paye avec des actions. Donc, au lieu de payer un salaire, on leur donne des actions. Donc, ce qu'on appelle généralement le stock-based compensation. Bon, je ne sais pas également s'il y a un salaire qui est accroché dessus, mais on leur donne, ils sont rémunérés en actions. Ce qui veut dire qu'on fait des économies en termes de, entre parenthèses, hein, on fait des économies en termes de frais de personnel, mais ça nous coûte de l'argent. Pourquoi? Parce qu'on émet de nouvelles actions chaque année. Pour pouvoir financer cela, il faut émettre de nouvelles actions. Ce n'est pas gratuit. Parce que regardez, l'évolution ici du nombre d'actions est de combien? Vous allez le voir ici, peut-être que vous n'allez pas bien, ça ne se voit pas sur ce graphique-ci, mais si je le mets comme ça, dans ce sens, en termes de pourcentage, donc on va mettre ici year over year growth, donc on va mettre ça comme ça, ok, et je vais mettre ça en histogramme, voilà, histogramme, et voilà. Donc je vais zoomer sur les 5 dernières années, vous constatez quoi? Le nombre d'actions augmente en moyenne de combien chaque année? Donc je prends ici je prends la médiane ici. Donc ils augmentent le nombre d'actions de à peu près 2% en moyenne. Et s'il vous plaît, il y a des périodes où on a à peu près un niveau plus élevé que ça. Donc si je le mets ici en termes en yearly ici, qu'est-ce que ça nous donne? En yearly, je mets ça year over year growth. Donc voilà, 2% en moyenne. Donc ça dit qu'en date d'aujourd'hui, on va être dilué de 2%. 2%, ça représente combien sur la capitalisation boursière actuelle qui est de 50 milliards. Donc 50 milliards ici fois 0,02. Donc on va émettre de nouvelles actions pour 1 milliard ici. Parce qu'on va faire des économies peut-être en capital de 1 milliard, mais on va émettre des nouvelles actions de 1 milliard. Mais les deux s'annulent en fait. Oui, on fait des économies en termes de salaire, mais vous émettez de nouvelles actions, donc les deux s'annulent. Donc moi, je suis de plus en plus dilué. Okay? C'est ce qui leur permet de pouvoir s'auto-financer ici.
ok, parce que c'est une charge non financière considérée comme ça, mais c'est de l'argent en fait en réalité qui est sorti parce que on prend dans une pour, on me donne de l'argent dans une et on la reprend, on reprend de l'argent de l'autre côté, ok. So, le stock-based compensation, il faut vraiment faire attention dans les compagnies technologiques en fait. C'est ça, c'est pas mauvais, mais la façon dont c'est calculé, en fait, généralement, moi, je considère ça comme étant voilà, une émission de nouvelles actions. Donc, c'est quelque chose qui devrait se retrouver plutôt dans la partie activité d'investissement, d'accord, ou de financement. Quelque chose. Je pense que activité de financement, ça devrait plutôt se retrouver à ces niveaux-là. Mais bon, ils ont des free cash flow, mais il faut savoir que ce sont des free cash flow qui sont un peu, voilà, ce sont des free cash flow qui sont limite, ok. On ne peut pas les considérer comme étant de véritables cash flow en fait, parce qu'en réalité, on fait des économies plus haut pour émettre des actions plus bas. Donc, je suis dilué pour la même somme que j'ai économisée plus haut, ok. Alors, c'est pour ça qu'il est important de savoir. En termes de marge, parfois ça vous donne une information générale de là où est-ce qu'on s'en va à peu près avec les marges. Donc ici, en termes de marge, vous voyez que les analystes s'attendent à peu près à avoir du 35% en moyenne, ok, en termes de free cash flow. Et au niveau du net income, ici, on s'attend à avoir du 15% en moyenne. Qu'est-ce que moi, je vais prendre? On va calculer avec les deux, d'accord. De toutes les façons, ça reste des estimations ici. On a 35% en moyenne, d'accord. Et ici, on va prendre avec du 15% en moyenne, ok. Voilà. Maintenant, en termes de nombre d'actions ici, déjà, vous savez que ce nombre d'actions a tendance à augmenter. Donc, quand je prends le nombre d'actions ici, il faut savoir que ça pourrait changer également. OK? Donc, en date d'aujourd'hui, sur les 12 derniers mois, nous avons 285 millions d'actions. OK? Je prends 285 millions d'actions. 2, 8, 5. La dette nette. Est-ce que nous avons un niveau de dette nette ici stable ou décroissant? Donc, je mets ici dette, dette. Qu'est-ce qu'on obtient ici? Une dette nette aux alentours de 380 millions. Bon, ça va, c'est toute somme, c'est assez gérable. OK? 380 millions ici, c'est la dette nette. Donc, 380 millions. OK. Et toujours aller vérifier dans les rapports financiers ici par rapport à la dette nette, d'accord? Parce que parfois, sur certaines entreprises, peut-être qu'il peut y avoir des erreurs. Par exemple, comme quelqu'un m'a dit sur Kion Group, je n'ai pas vérifié ça ici. De toutes les façons, si la dette nette est moins élevée sur Kion Group que prévu, la valorisation sera plus élevée. Donc, et déjà, avec la dette nette qu'on avait prise en compte ici, voilà, on avait déjà quelque chose d'assez correct ici, mais ça ne veut pas dire qu'on investit présentement, ça veut juste dire que ça pourrait être intéressant au prix actuel. Donc, on lit d'abord les rapports financiers pour savoir qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est durable, d'accord? Et voilà à peu près quelles sont les perspectives d'avenir, d'accord? N'oubliez pas. C'est la même chose sur cette compagnie ici d'ailleurs. Donc, ici, on a 380 millions de dettes. Le dividende ici, on va y revenir. Est-ce qu'on paye un dividende? On ne paye pas et c'est une bonne chose. Bon. Comment est-ce qu'on fait l'évaluation de cette compagnie-ci? Je vais faire une évaluation ici. Les PER, excusez-moi, j'avais oublié les PER ici. Vu qu'on n'a pas de PER ici, techniquement, je vais prendre avec des PER de 25. 25 fois les bénéfices, qui est sûrement la moyenne dans ce segment-ci, donc le segment des logiciels ici. On va prendre 25 fois les bénéfices, surtout que nous avons également une croissance ici de 20%. Donc faites également attention à ça. Donc je prendrai ici comme PER, on prendra uniquement des PER de 25. OK? Ça va nous faciliter la tâche ici. Pourquoi? Parce que quand je vais prendre ici Palo Alto Network, je m'en vais sur Finbox. Alors, Finbox. OK. On va faire une autre évaluation ici. On va voir ce que ça va nous donner. Donc, je privilégie généralement le scénario sans prendre en considération la croissance. OK? Donc, on prend ça, on valide. On va sur Palo Alto Network. Donc, on va ici. Donc, à EBITDA Multiple. Alors. Et voilà. Bon. Ici, on va prendre nos PER qui sont de 25, 25 et 25. OK? On garde le même PER. Première hypothèse. L'hypothèse avec, on a un revenu de 6 milliards 850 millions, d'accord, avec 35% de marge bénéficiaire, 0,35, d'accord, multiplié par 25 fois les bénéfices. Donc, 35% de marge bénéficiaire, ça donne ici 2 milliards 397. On va l'arrondir à 2 milliards 400. Ne nous cassons pas la tête. 2 milliards 400. D'accord? 2 milliards 400. Et ici, la dette nette, vous voyez que la dette nette, ici, on a plutôt du cash net. On pourrait également aller vérifier ça ici. De toutes les façons, ça change 2 dollars dans l'évaluation ici. Quand on fait ça, moins ça, c'est voilà, ça, c'est à peu près 1 dollar de différence en moins ici si on doit enlever la dette. Si on doit enlever la dette nette qu'on a présentement vue sur le logiciel, sur la partie de Coifin. Donc, 2 milliards 400, d'accord.
ici. Donc, à 25 fois les bénéfices, d'accord, à 25 fois les bénéfices, représentant 35% de marge bénéficiaire sur un revenu de 6 milliards 850, on a 2 milliards 400 à peu près. J'ai arrondi, bien sûr. Multiplié par 25 fois les bénéfices, ça fait 60 milliards, plus la dette nette ici, divisé par le nombre d'actions ici. Donc, sachez que le nombre d'actions présentement, on met 299 millions, pourtant on a 285 ici. Donc, encore une fois, c'est une bonne chose parce que voilà, ça sous-évalue encore plusieurs compagnies. Donc, en date d'aujourd'hui, au prix de 202 $ l'action, on a quelque chose d'intéressant. D'accord? On a quelque chose d'intéressant. Maintenant, ça c'est la première hypothèse. Je prends maintenant, ça c'est l'hypothèse avec 35% de marge bénéficiaire. Donc, je mets ici, d'accord, X35. X20 plutôt, X25, entre parenthèses, je mets ici 35%, d'accord, pour ceux qui comprennent, 35%, on ferme la parenthèse, donc je vais mettre en pourcentage ici, plus facile, 35%, alors égal à combien? Égal à une valorisation ici de 202 $ l'action, d'accord, on va mettre 202 $ l'action, 202 $. Première hypothèse. Deuxième hypothèse, c'est X25, mais maintenant avec 15% de marge bénéficiaire. Donc, vous voyez notre hypothèse de base, toujours, sans prendre en considération la croissance, mais maintenant en prenant en considération des marges moins élevées, qui sont les marges de net income. Parce qu'ici, je vous rappelle que cette compagnie ne gagne pas d'argent. Elle a des free cash flow, certes, mais ce sont des free cash flow qui sont un peu entreprenants, d'accord? Et elle n'a pas de net income ici. Et notamment, il faut vraiment voir que les net income doivent aller dans le même sens que les free cash flow. Faites attention. Alors, ici, 15% de 6 milliards 885, 6 milliards 6 milliards 850 plutôt, fois 0,15, d'accord. On se retrouve à combien ici? À, disons, on va mettre ici 1 milliard 30, ok. Donc, je vais faire simple ici. Je vais mettre 1 milliard 30 ici, 1 milliard 30, d'accord. Ça serait vu que c'est l'hypothèse la plus basse ici. 1 milliard 30, 25 fois les bénéfices, on est aux alentours de 110 $ l'action, ok. Si on est à 110 $ l'action actuellement, on cote à combien? On cote à 170 $ l'action par là. Donc 170, oui. On cote à 170 $ l'action par là à l'heure où je tourne cette vidéo aussi. Donc ce qui veut dire que au prix actuel, voilà, c'est pas mauvais également. Parce que voilà, on a 36% de différence ici de surplus normalement par rapport à ce prix-ci. Mais on n'a pas pris en considération la croissance. D'accord? Donc dites-vous déjà que ici, ça ne prend pas en considération la croissance. Parce que si j'agis de manière, voilà, si on le fait bêtement, on se dit qu'ok, la croissance ici, on aurait une croissance certaine d'au moins 15% sur les 5 prochaines années, au moins 15%. C'est-à-dire que j'ai dit, alors qu'on a une croissance ici de 20% en moyenne, ça veut dire qu'on peut multiplier le prix actuel par 2, ce qui revient ici à 110 fois 2, ça fait 220. Donc c'est pour ça que je dis que le prix actuel, ce prix-ci n'est pas mauvais. Donc le prix de 170 $ n'est pas mauvais si on prend en considération 15% de marge. Maintenant, on va prendre une hypothèse optimiste, d'accord, la plus optimiste d'ailleurs, avec toujours le 35%. Admettons qu'on a une croissance d'à peu près 20% sur les 5 prochaines années. OK? Ça fait à peu près ici, multiplié par 2,48 fois 6 milliards 850. Non, ne disons même pas 6 milliards 850. Prenons à peu près le 5 milliards 500 qu'on a actuellement, d'accord, sur les derniers mois ici. Parce que le 6 milliards 850 ici prend déjà en considération une croissance sur un an. Donc ici, on avait à peu près combien? Sur les 12 derniers mois, on a 5 milliards 500. OK? Donc je prends ici, multiplié par 5 milliards 500. Donc 5 milliards 500, voilà, ça fait à peu près 13 milliards. 35% de ce montant-ci, ça représente combien? Ça représente ici 4 milliards 790, donc on va mettre 4 milliards 800 pour faire simple. Donc je prends ici 4 milliards 800, vous voyez que c'est juste le double de l'autre, 4 milliards 800. 4 milliards 800, 25 fois les bénéfices, moins la dette nette, ça donne ici 403 $ l'action. Donc si on est trop optimiste, c'est-à-dire que si on attend une croissance d'au moins 20% sur les 5 prochaines années, tout en gardant des marges de 35%, par rapport au coût d'acquisition actuel, on aura une valorisation aux alentours des 403 $ l'action. Ça, c'est l'hypothèse optimiste. Alors, en conclusion, où est-ce que je me situe? Personnellement, j'ai tendance à être très conservateur. J'irai avec le 15% de marge bénéficiaire, d'accord, ici. 15% de marge bénéficiaire, avec des revenus de 6 milliards 850, sans prendre en considération la croissance. Ici, on sera à 110 $ l'action. Maintenant, si on a croissance des revenus, tant mieux. Si on a augmentation des marges, tant mieux. Est-ce qu'on pourrait avoir augmentation des marges? Oui, parce que ici, le segment des logiciels, ici, généralement, c'est un segment qui marge énormément. OK? Donc, on pourrait avoir des marges plus élevées. Je ne vais pas comparer cette compagnie ici à Adobe,
Mais vous pouvez voir ici que voilà, c'est pas la même chose, ils ne font pas la même chose, donc attention. C'est juste pour voir que les marges dans ce segment-ci peuvent être très, très élevées, par exemple. Donc ici, si vous prenez des net income, si vous prenez des marges de net income, par exemple, de Adobe ici, je vais juste voir ce qu'on peut avoir ici. On a à peu près des marges de 28%. Donc moi, j'ai pris juste des marges de 15% ici, d'accord? Si on a plus que ça, tant mieux. OK? C'est pour ça que je dis que le prix actuel de $170 pour celui qui est intéressé par Palo Alto, ce n'est pas mauvais. Et si on va plus bas que ça sera encore mieux que ça. D'accord? Maintenant, ça dépend de la pérennité même de la compagnie. OK? Ça reste une compagnie qui a de l'avenir ici. Maintenant, c'est à vous de voir qu'est-ce que le management dit par rapport aux marges. Je n'ai pas vérifié cette information-là, mais elle existe certainement. Qu'est-ce que le management pense par rapport aux marges? D'accord? Ici, on a vérifié par rapport à ce que les analystes pensent. Qu'est-ce que le management, lui, pense? Par rapport à la croissance également, qu'est-ce que lui pense? Donc, pour me protéger, je vais me dire que je l'attends à un prix de $110 à l'action, tout en sachant que ce $110 à l'action ne prend pas en considération une croissance exagérée. Et quand bien même on aura une croissance exagérée ici, disons 20% en moyenne ou bien 15% en moyenne, le prix actuel de la valorisation pourrait se retrouver aux alentours des $200 à l'action, ce qui me permet de dire que je ne surpaye pas ici si j'inclus la croissance, d'accord, avec mon hypothèse de base. OK? Donc, ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Semble-t-il qu'on est ici à faire une entreprise qui sera très rentable dans le futur. Mais voilà, c'est le futur. Et actuellement, quand les marchés sont incertains, je n'aime pas qu'on me vende quelque chose qui va arriver demain. J'aime voir le maintenant, j'aime ça, là, là, là. Donc j'aime le là, 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 comme on dit souvent chez nous. Je veux voir l'argent maintenant, pas demain. Actuellement, je vois de l'argent, vous faites des free cash flow, mais ce sont des free cash flow qui peuvent être, voilà, qui sont un peu entreprenants. OK? On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. C'était juste mon avis par rapport à Palo Alto Network, qui est une belle entreprise à suivre d'ailleurs, qui pourrait être dans n'importe quel watchlist pour ceux qui ont la facilité à comprendre ce genre de secteur-là. C'est une entreprise de croissance, mais comme je vous l'ai dit, faites attention aux entreprises de croissance. Elle n'est pas très endettée, donc elle pourra survivre à court terme et essayer de voir à peu près qu'est-ce qu'elle fait. Donc on va s'arrêter là et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.